Bonsoir Adrien, merci de bien vouloir assurer avec Jean-Édouard cette émission. Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour, comme à l'habitude, deux parties en direct. Tout d'abord, jusqu'à à peu près 19h45 environ, à quelques minutes près, nous recevons Pierre Ménard, qui est un écrivain, un jeune écrivain, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Talendier, Les infréquentables frères Goncourt. Et le titre de cette émission, c'est naturellement La vie et l'œuvre des frères Goncourt. Puis, vers 19h45, nous recevons toujours par téléphone le père Patrick Keller, qui est curé de paroisse, la paroisse Saint-Étienne à Mulhouse, qui est aussi l'ancien recteur du Mont-Saint-Odile. Nous l'avions reçu à plusieurs reprises à l'occasion de la publication aux éditions du Cerf de son très bel ouvrage Saint-Odile, le monde et les grâces. Le père Keller est au cœur d'un épicentre de l'épidémie à Mulhouse. Il vient de témoigner sa vie de prêtre au cœur de cette pandémie. Je rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en direct et n'hésitez surtout pas à envoyer par mail vos questions, vos remarques. Nous aurons grand plaisir à les lire à l'antenne. Ce soir, comme je viens de l'annoncer, nous évoquons la mémoire de géniaux touche-à-tout, des collectionneurs de renom, pamphlétaires incisifs, romanciers fondateurs du mouvement naturaliste, dramaturges à scandale, les frères Goncourt, ces frères inséparables, laissèrent à la postérité, en plus de leur académie, la fameuse Académie Goncourt, un cadeau empoisonné. Leur vie durant, ces amoureux du XVIIIe siècle croquaient la société dans un journal secret, médisant et savoureux, qui ferait d'eux les meilleurs chroniqueurs du XIXe siècle. Suivre les Goncourt, c'est dîner chez les Magny, c'est avec Flaubert, Zola et George Sand, c'est aussi courtiser la princesse Mathilde, survivre à la Commune de Paris, entrer chez les Rothschild comme dans les soupentes infâmes et recevoir dans leur grenier toute l'avant-garde littéraire et artistique. Seule la méchanceté est gratuite en ce bas monde aussi fort prodigue, la dépensent-ils sans compter. Chaque page de ce journal laisse éclater leur détestation des femmes, des parvenus, des artistes et de leurs familiers. On découvre ainsi Baudelaire laissant sa porte ouverte pour donner aux voisins le spectacle du génie au travail, Flaubert rendu fou par l'écriture, invitant ses amis à déguster des cervelles de bourgeois, ou Napoléon III, entouré d'une cour servile vendant en bouteille l'eau de son bain. C'est ce que je viens de lire n'est pas de moi, mais j'ai trouvé cette présentation tellement bonne, résumant parfaitement ce que décrit Pierre Ménard, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir, de la vie et de l'œuvre des Goncourt, donc dans son livre aux éditions Talendier, Les infréquentables frères Goncourt. Alors les frères Goncourt étaient-ils si infréquentables? Étaient-ils si méchants, si cruels, si égoïstes et indifférents? En tout cas, c'est l'image que nous conservons d'eux. Et or, leur fameux journal, et ce prix Goncourt, dont ils sont à l'origine, qu'ils ont créé, qu'en fait Edmond a créé après la mort de son frère Jules, que reste-t-il de cette œuvre protéiforme et prolifique? Alors, ce livre que nous évoquons ce soir, Les infréquentables frères Goncourt, est passionnant. Ils nous font bien sûr découvrir cette œuvre oubliée. On connaît tous, on se souvient tous bien sûr du fameux journal. Mais les frères Goncourt ont énormément écrit. Et puis, le mérite de ce livre, c'est de nous faire découvrir une époque et enfin la personnalité bien plus complexe, riche et finalement profonde et attachante de nos deux auteurs. Pierre Ménard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous en ces temps de confinement en direct. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes un tout jeune auteur. Je crois que vous avez 27 ans, ou 28, je ne sais plus. 28 maintenant. 28, oh là là, vous vieillissez. Vous êtes diplômé d'HEC. Vous travaillez dans l'industrie.
Et malgré votre jeune âge, vous avez déjà publié un livre aussi original, une personnalité méconnue. Le titre de votre livre, c'est le français, qui possédait l'Amérique. Il s'agit d'Antoine Crozet. Et c'est un Français qui a vécu et a bâti une fortune colossale, je crois, aux États-Unis. Alors, ce livre a d'abord été publié au Cherche Midi et maintenant est publié en poche chez Talandier, c'est dire son succès. Avant que nous abordions les frères Goncourt, peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce personnage que nous ne connaissons pas du tout et qui pourtant semble être quelqu'un d'extraordinaire. Sur Antoine Crozat, oui, c'était un personnage qui est relativement oublié aujourd'hui. Si on dit son nom dans la rue, il y a peu de personnes qui sauront dire qui c'était. Et qui a une importance vraiment considérable à son époque. C'était donc un des hommes les plus riches de France. Si on essaie, avec évidemment toutes les imperfections que ça représente, de donner l'équivalent de sa fortune aujourd'hui, ce serait à peu près 3 fois celle de Bill Gates. Donc certes, il est oublié, mais il y a encore des choses qu'il a faites qu'on peut voir en France. Le Ritz, par exemple, était sa maison à Paris, ce qui est devenu le Ritz aujourd'hui. L'hôtel construit à côté également, et le palais de l'Élysée, il l'a fait construire, il l'a financé pour sa fille, ce qui a mal tourné d'ailleurs pour lui après. Et donc un personnage assez fascinant qui était mêlé à toutes les affaires financières de son époque, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, et notamment à la banqueroute de l'eau. Alors je vous propose d'aborder, bien sûr, votre livre, Les infréquentables frères Goncourt. Nous allons ensemble, vous allez nous le présenter, vous allez évoquer à la fois la chronologie, la vie de ces deux frères, et puis leur œuvre qui est immense, et bien entendu ce fameux journal, et puis pour terminer, le prix Goncourt qu'ils nous ont laissé à la postérité. Au préalable, j'aurais voulu que vous nous expliquiez comment un diplômé d'HEC, cette prestigieuse école de commerce, tout jeune diplômé, travaillant dans l'industrie, peut-il avoir ce goût à la fois pour l'écriture, parce que vous écrivez très bien, pour l'histoire et pour la littérature? Ah, ça c'est... J'ai pas d'explication particulière, mais depuis toujours, j'ai vraiment été passionné par ça. Je suis fasciné notamment par la littérature plutôt du XVIIe siècle d'ailleurs que du XIXe, même si j'aime beaucoup aussi. Et j'ai une vraie passion pour les personnages un peu oubliés, donc c'est ce qui m'avait poussé d'abord vers cet Antoine Crozat, qui était mêlé à toutes ces affaires mais qu'on ne connaissait pas du tout, et qui, dans un domaine assez différent, m'a poussé sur les Goncourt après, donc qui sont relativement connus de nom. Tout le monde connaît le prix Goncourt. En revanche, les frères Goncourt sont assez peu connus, et pourtant, à travers eux, on peut redécouvrir toute une époque et tout un milieu. Alors vous nous expliquez que vous êtes plus attiré par le XVIIe siècle. Les Goncourt, c'est la deuxième partie du XIXe siècle. D'où vient cet intérêt pour les Goncourt? Personnellement, c'est à travers leur journal que j'ai été vraiment intéressé. Donc le journal est la partie de leur œuvre qui est sans doute la plus connue aujourd'hui, quoique pas forcément lue, et qui permet vraiment de découvrir à travers leur vie tout un pan de l'histoire du XIXe siècle, notamment le côté artistique et littéraire, puisqu'ils ont connu vraiment tous les grands écrivains pendant la seconde partie du XIXe siècle. Alors nous comptons sur vous, bien sûr, pour nous parler de la vie de ces deux frères, mais aussi de décrypter en quelque sorte leur œuvre. Quel est l'intérêt de leur œuvre? Qu'est-ce qui est encore bon à lire? Est-ce qu'il faut aller au-delà de leur journal? Et puis aussi, leur journal en édition complète, je crois que c'est plus de 20 volumes. Est-ce que c'est toujours lisible? Enfin, voilà, ce sont des thèmes que nous allons aborder avec vous ce soir. Les Goncourt, les frères Goncourt, pour vous, sont injustement oubliés. Pourquoi? Pour quelles raisons faut-il encore s'intéresser à eux, ne serait-ce que pour le fameux prix Goncourt? Alors, injustement oublié, c'est compliqué. Je pense qu'il y a des raisons à leur oubli. Si on compare par exemple leur production littéraire à celle de Stendhal ou de Zola, effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'accès. C'est moins bien écrit, il y a quand même un certain nombre de défauts. En revanche, ce sont des personnages assez fascinants pour ce que je disais tout à l'heure, leur journal qui est assez inégal. Il y a des parties vraiment excellentes, des descriptions extrêmement amusantes, et de l'autre côté des longueurs, ils sont extrêmement nombrillistes, ils s'intéressent beaucoup à eux.
Et leur œuvre littéraire, pareil, c'est souvent une œuvre qui est assez sombre, qui a un style assez particulier, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont une manière d'écrire extrêmement particulière, mais qui est intéressante à lire. Et s'il y avait un roman à retenir dans leur œuvre, je pense que c'est Germigny la Certeux, dont on aura l'occasion de parler, mais qui est en fait le roman qui a inspiré Zola et qui a lancé vraiment le mouvement naturaliste. Et quand on lit votre livre, d'ailleurs, on s'interroge aussi sur le phénomène de la mode. Parce qu'à un moment, Edmond, sur la fin de sa vie, a été un écrivain célébrissime. Oui, il était sur le même plan que les plus grands, que Zola, par exemple. Oui, et ça, j'ignorais complètement, mais effectivement, pendant que les deux étaient en vie, donc pour redonner un peu le contexte, Edmond de Goncourt est né en 1822, donc sous Louis XVIII, et Jules de Goncourt est né en 1830, donc 8 ans après, sous Louis-Philippe. Donc ils avaient 8 ans d'écart, et effectivement, toute leur vie commune, puisqu'ils ont toujours vécu à deux, et jusqu'à la mort de Jules, qui était en 1870, ils ont vécu vraiment en connaissant quelques grands écrivains, donc ils étaient très amis avec Flaubert, avec Renan, mais dans l'obscurité relative auprès du grand public. Donc leurs livres se vendaient très mal, avec quelques centaines d'exemplaires. Ils étaient relativement peu connus. Et effectivement, quelques années après la mort de Jules, Edmond commence à avoir beaucoup de succès et on le considère vraiment comme un des plus grands écrivains contemporains. Donc on lui organise un banquet gigantesque, on invite toute l'avant et l'arrière-garde littéraire. Les grands auteurs de l'époque l'appellent Papa Goncourt, on le considère vraiment comme on l'appelle le maréchal des lettres aussi, comme le protecteur, le père des écrivains, et donc oui, il a, sans connaître des tirages phénoménaux, donc en termes de vente, ça reste modeste, mais en termes de notoriété, effectivement, il a des dizaines d'articles qui lui sont consacrés tous les mois, et tout le monde ne parle plus que de lui. Alors finalement, pourquoi s'intéresser à eux maintenant ? Pourquoi s'intéresser à eux maintenant ? Je pense que le 19e siècle est un siècle qui est très complexe, qui est un siècle qui est en plein bouleversement. On passe d'une société qui est quand même extrêmement agricole, rurale, traditionnelle, à un monde qui est complètement bouleversé. On a l'émergence du monde ouvrier, on a l'industrie, on a des changements politiques incessants. On passe de monarchie en république, en empire. Et un monde donc qui est vraiment en plein bouleversement et comme peut d'une certaine mesure l'être le nôtre aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, la tertiarisation. Et donc je pense qu'avoir ce regard qui est complètement singulier, qui est complètement décalé, parce que les Goncourt sont deux réactionnaires, deux misanthropes, deux personnes qui vivent vraiment dans leur tour d'ivoire, en notant tout mais en ne comprenant pas ce qui se passe et en ayant un regard extrêmement sévère sur toutes ces transformations. Je pense qu'il y a pas mal d'écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis ils ont connu le confinement, puisque au début de votre ouvrage, lorsque vous évoquez leur jeunesse, eh bien, ils ont vécu cette épidémie de choléra à Paris. Vous l'évoquez, vous citez le nombre de morts, je crois que c'est 15 ou 20 000 à Paris. Je crois que leur père est mort de cela, si je me souviens bien. En tout cas, un certain nombre de membres de leur famille ont été victimes de cette épidémie de choléra. Cette écriture à quatre mains, en tout cas pour la première partie de leur œuvre et la première partie du journal, puisque Edmond continuera à écrire, bien sûr, ce journal après la mort de Jules, comme il continuera aussi à écrire des romans, des pièces de théâtre. Cet exemple d'écriture à quatre, est-ce que c'est unique dans l'histoire littéraire ? Non, on a d'autres exemples. On a les sœurs Brontë, par exemple, mais effectivement, c'est assez peu commun. Et ce qui est étonnant, c'est que quel que soit ce qu'ils font, ils vont effectivement le faire à quatre mains. En fait, toute leur vie commune, en tout cas, malgré leurs différences, ils sont deux frères extrêmement différents. Donc, on a Jules qui est extrêmement espiègle, qui est très frêle, très fin, presque assez féminin, et de l'autre, on a Edmond qui est quelqu'un de très timide, très renfermé, qui au contraire est très grand, très massif, fait assez peur. Et malgré toutes ces différences-là, eux se font passer pour deux frères jumeaux, malgré leurs 8 ans d'écart. Et ce qui est amusant, c'est que les témoignages des contemporains disent qu'effectivement, même s'ils ne se ressemblent absolument pas, on dirait deux frères jumeaux. Donc, ils racontent que quand l'un commence une plaisanterie dans une aile d'un château, l'autre frère qui est dans l'autre aile du château rit sans entendre la plaisanterie, mais en sachant que l'autre est en train d'en faire une. Et donc, ils ont toujours cette similitude et qui les pousse effectivement à se fondre en un seul personnage. Alors, certains les appellent Jules Edmond,
en un seul mot, et même leurs correspondants. Ils ont vécu donc toujours ensemble, ils partageaient le même appartement, les mêmes maîtresses aussi, et même leur correspondance est signée et rédigée par Jules, mais signée de leurs deux noms. Comment se compare leur journal par rapport à celui de Saint-Simon, dont ils disaient d'ailleurs que c'était leur maître, ce que vous écrivez dans votre livre, Pierre Ménard? Alors oui, effectivement, il se place sous le patronage de Saint-Simon, et notamment dans son testament, Edmond de Goncourt parle de son maître Saint-Simon, effectivement. Et il y a un certain nombre de points avec Saint-Simon. Il y a des passages qui sont extrêmement cruels, extrêmement méchants, notamment quand ils font des descriptions physiques de personnes. Par exemple, Renan, il parle d'une tête de veau qui a des rougeurs, des callosités d'une fesse de singe, tenant du porc et de l'éléphant. Il se moque de Charcot qui se rase le front pour se faire un front de penseur. Donc ils ont des descriptions physiques comme ça qui sont d'une plume facile, extrêmement savoureuse et qui là rappellent énormément Saint-Simon et toute la mimique de cour aussi. Il dénonce les courtisans à longueur de page. Il parle par exemple d'un peintre qui s'appelle, d'un dramaturge qui s'appelle Lamy et qui, pendant une chasse aux faisans à laquelle participait Napoléon III, a peint un perroquet en faisan justement, en lui apprenant à dire vive l'empereur, et donc Napoléon III a pu tirer un faisan qui criait vive l'empereur, et Lamy a reçu grâce à ça la Légion d'honneur. Donc ils ont ce côté où ils décrivent un peu les arcanes de la société de façon assez féroce. C'est le côté qui les rapproche de Saint-Simon. En revanche, l'écriture est assez différente. Parce que quand Saint-Simon parlait beaucoup des autres, eux parlent beaucoup d'eux. Et c'est l'essentiel du journal, d'ailleurs, parle d'eux. Cette méchanceté, cette cruauté même que vous évoquez, ces médisances, ces calomnies, d'ailleurs, vous nous préciserez si ils sont plus dans la médisance d'ailleurs que dans la calomnie. C'est un trait caractéristique de leur époque, du 19e siècle. On pense par exemple à un de leurs contemporains, Horace de Vieille-Castel, que vous le rappelez dans votre livre, Les infréquentables frères Goncourt aux éditions Talandier, Pierre Ménard. Vous rappelez que Vieille-Castel était surnommé Fiel-Castel. Lui aussi a décrit l'entourage de Napoléon III avec son lot de médisance. Ça, c'est un trait du 19e siècle, de l'époque, ou au contraire, c'est un trait de tous les temps, et que, aussi, à notre époque, nous avons nos frères Goncourt. Ça, j'imagine que c'est un trait qui est partagé et qu'on retrouvera sans doute dans 100 ans. On aura les frères Goncourt du XXIe siècle. On ne sait pas encore qui c'est aujourd'hui, mais quand ce sera publié de manière posthume, on saura peut-être. Non, j'imagine que de tout temps, pour reprendre cette expression horrible, il y a eu des chroniqueurs assez acérés. On cite Viel-Castel, mais il y avait aussi Xavier Marmier, qui est un académicien qui était reçu absolument partout, et qui, à peu près à l'époque des Goncourt, qui faisait la même chose, donc qui racontait des horreurs dans son journal le soir et qui l'a fait publier après sa mort. En revanche, quand on compare, les Goncourt sont quand même nettement supérieurs aux autres, notamment justement à Marmier. Ils sont beaucoup plus féroces et beaucoup plus drôles. Ils ont une sorte de rage quand ils écrivent qui les rend presque attachants malgré cette méchanceté. Non, cette rage, cette haine de leur époque, ils n'épargnaient personne. D'ailleurs, c'est ce que vous expliquez. Ils n'épargnent pas leurs amis. Vous avez rappelé que Flaubert était un de leurs amis. D'ailleurs, Flaubert les appelait Mépichons. Mais Flaubert, il ne le ménage pas, ainsi que d'ailleurs leurs autres amis. D'où vient cette haine de l'époque, cette méchanceté? Est-ce que c'est un trait de caractère ou c'est un genre qu'ils se donnent, qu'ils cultivent? Alors je pense un peu des deux. Je pense que fondamentalement, ce sont deux misanthropes, deux personnes qui ont du mal avec les interactions humaines. Mais à mon avis, ce qui a vraiment renforcé ce côté-là, c'est leur absence de succès. Et comme vous l'avez dit, ils connaissaient vraiment tout le monde. Donc ils étaient amis avec Théophile Gautier, ils étaient amis avec Flaubert, avec Zola. Et tous ces gens qu'ils voyaient de manière presque quotidienne avaient énormément de succès et étaient très reconnus. Et ce qui n'était pas leur cas à eux. Et la critique a été vraiment très dure à leur égard. Par exemple, Barbey d'Aurevilly les comparait au sergent Bertrand. Il les appelait les sergents Bertrand de la littérature. Le sergent Bertrand, pour ceux qui ont oublié qui c'était un homme qui allait la nuit au cimetière du Montparnasse et qui déterrait les cadavres pour s'accoupler avec eux. Donc c'était pas un très beau compliment. Et donc cette critique permanente de leur œuvre et de leur personne, je pense, a vraiment renforcé leur sentiment d'être incompris et donc leur misanthropie.
Vous citez au début du prélude de votre livre, vous les citez d'ailleurs, c'est un extrait de leur journal, Edmond et Jules, qui disent « Certains livres ressemblent à la cuisine italienne, ils bourrent, mais ne remplissent pas. » Est-ce que cela, on peut l'appliquer à leur œuvre? Bourrés, mais ne remplissent pas, surtout qu'elle est considérable. Le journal, c'est plus de 20 volumes, c'est immense. Oui, alors ce serait assez cruel de faire ça, mais effectivement, je pense que dans une certaine mesure, on peut l'appliquer à leur œuvre. C'est une œuvre qui est vraiment extrêmement variée. Ils ont fait en tout 59 volumes. Ils ont publié 59 volumes au cours de leur vie. Et donc, il y a du théâtre, il y a des romans, il y a des essais, des biographies, notamment consacrées au XVIIIe siècle, aux personnages de la cour, surtout des femmes, et aux artistes, leur journal, bien sûr. Donc, une œuvre qui est extrêmement variée et complètement inégale, et effectivement, beaucoup de passages sont assez difficiles d'accès, notamment pour leur façon d'écrire, qui est extrêmement particulière. Et puis il y a deux caractères des frères Goncourt que vous nous faites découvrir, que j'ignorais. C'est d'une part leur extraordinaire collection. Ce sont des spécialistes de l'art, reconnus d'ailleurs. Ils sont consultés du monde entier, pour certains, notamment pour tout ce qui touche au XVIIIe siècle, et notamment, nous le verrons, à l'art japonais. Et puis, ce sont, vous l'avez un peu rappelé au début de notre entretien, ce sont les inventeurs du naturalisme. Et Zola confiera d'ailleurs qu'il leur doit tout, ce qui leur vaudra d'ailleurs de se fâcher avec lui. La question que je souhaitais vous poser maintenant, Pierre Ménard, cette œuvre des Goncourt était considérable. Comment avez-vous écrit votre livre? Ça a demandé beaucoup d'abnégation parce qu'il a fallu effectivement lire toute cette production qui est énorme et pas toujours très plaisante à lire. Surtout qu'ils ont tendance, en fait, on en reparlera peut-être, mais avec leur côté naturaliste, à aller vers les choses qu'on a le moins envie de regarder. C'est ce que disait d'ailleurs un critique pour expliquer leur peu de succès, c'est que même quand ils écrivent bien, les sujets sont tellement rebutants qu'on n'a pas très envie d'avancer. Et donc il a fallu lire tout ça, lire leur correspondance aussi, qui est conservée à la BNF. Les Goncourt avaient vraiment une envie de survivre et qu'on continue à parler d'eux après. C'est pourquoi ils ont fait notamment le prix Goncourt. Et donc, ils ont minutieusement tout archivé. Donc, leur correspondance, par exemple, je ne sais plus combien il y a de lettres, mais je crois qu'il y en a 10 000 ou 20 000. Tout est vraiment bien classé, trié, archivé. Pareil pour leurs archives personnelles qui sont à Nancy. Donc, du côté de l'information, on a vraiment beaucoup de facilité à retracer leur vie. Et puis, ayant connu tous ces gens qui souvent tenaient des journaux, ont écrit des mémoires, et avaient dans tous les cas une correspondance assez riche elle aussi, on peut arriver à connaître beaucoup de choses sur eux, et donc l'envers du décor. Un travail considérable. Vous avez fourni un travail considérable. Combien de temps cela vous a demandé pour écrire ce livre? Ça m'a pris 2 ans et demi à peu près. Ah oui, c'est très important. En effet. Vous écrivez d'ailleurs toujours dans ce prélude, à force de les fréquenter, on pardonne leurs défauts. Défauts qu'on commence à découvrir et qui sont vraiment, enfin qui semblent en tout cas marqués. En terminant ce travail et votre livre, est-ce que vous les considérez différemment? Est-ce que vous commenciez à avoir de l'affection finalement pour eux? C'est toujours un peu compliqué quand on termine toutes ces lectures, on est à la fois content de les quitter et puis c'est vrai, on a un petit pincement en même temps, on finit malgré tous leurs défauts à se dire finalement ces deux hommes-là certes étaient très méchants, certes avaient étaient très médisants, étaient acariâtres, étaient antisémites, réactionnaires de façon extrêmement virulente et au point d'être complètement grotesques assez souvent, mais c'était deux personnes assez sensibles qui avaient une très haute idée de l'art. Donc, ils ont vraiment consacré leur vie à l'art et malgré tous leurs insuccès, et alors qu'ils auraient pu très bien profiter juste de leur vie, de leur rente pour vivre une vie oisive, une vie d'esthète, continuer leur collection, jusqu'au bout, ils se sont accrochés et ont voulu accoucher d'une œuvre dans la douleur et sans reconnaissance. Donc ce côté-là, je trouve, contribue à les sauver un petit peu. Et ce qui est frappant aussi, c'est que, évidemment, ils avaient un caractère pas très sympathique. Dans leur journal, ils ont fait des descriptions féroces, même de leurs amis proches. Et malgré cela, c'est ça qui étonne, malgré cela, en général,
leurs amis leur sont restés fidèles. Et il y a eu des amitiés très fortes, comme avec la famille Daudet, par exemple. C'est étonnant parce que Daudet non plus ne l'épargne pas dans son journal. Oui, alors il faut préciser... Oui, pardonnez-moi, il devait donc avoir quand même des qualités humaines réelles pour que leurs amis aillent au-delà des critiques. Oui, ils avaient bien sûr des qualités. Je pense que c'était des gens... alors, on a des avis un peu contradictoires, mais Flaubert, par exemple, qu'Isabelle Mébichon les adorait et racontait qu'ils étaient beaux comme des anges et spirituels comme des diables, qu'ils étaient extrêmement drôles, qu'ils avaient toujours des choses à raconter. Donc, on a des témoignages comme ça qui disent que c'était des gens qui étaient très amusants à fréquenter. D'autres qui, au contraire, disent que c'était des catastrophes, qu'ils étaient extrêmement méchants, féroces et même pas drôles. Ça, c'est le secrétaire de Sainte-Beuve qui le dit. Donc, on a des avis très contrastés. Mais effectivement, ils avaient quand même des choses à raconter. Ils avaient une très bonne connaissance du XVIIIe siècle et ils étaient extrêmement reconnus comme experts, critiques d'art, de l'art du XVIIIe siècle. Ils connaissaient vraiment les grandes écoles artistiques. Ils ont consacré beaucoup de biographies aux artistes de cette époque et ils étaient même consultés par le Louvre, par exemple, pour faire des expertises sur certains dessins. Donc tous ces côtés-là les rendaient assez fascinants. Et puis, ils avaient un côté un peu attachant aussi. C'est ce que raconte, par exemple, vous l'avez dit, Daudet, qui était un des grands amis d'Edmond de Goncourt dans la dernière partie de sa vie. Daudet n'a pas été épargné dans le journal et encore, Edmond de Goncourt, quand il a commencé à publier son journal, a édulcoré, donc il a enlevé tous les éléments les plus compromettants. Daudet était quand même sévèrement touché par ses critiques, mais il continuait à le recevoir chez lui et au moment où Edmond de Goncourt est mort, il pleure vraiment sincèrement la mort de son ami, de son grand ami, et il raconte qu'au fond, Edmond de Goncourt était quelqu'un d'assez naïf et que il écrivait pour la postérité. Pour la vérité, il n'arrivait pas à comprendre que ses propos blessent les gens. Et visiblement, Edmond de Goncourt, à chaque fois qu'il lui faisait la remarque, à chaque fois que Daudet lui disait « mais vous êtes extrêmement méchant, arrêtez d'écrire ça », Edmond de Goncourt lui répondait « mais puisque c'est vrai ». Nous avons une réaction d'auditrice. Merci, chère auditrice, pour votre message. Bonsoir. Émission très appétissante, nous dit-elle. Merci pour l'excellent choix. On imagine plutôt les naturalistes comme des progressistes, des hommes de gauche, un peu comme Zola ou Mirbeau. Les Goncourt semblent prouver le contraire. D'ailleurs, montrer la déchéance du peuple peut être vu comme une condamnation des catégories les plus modestes, incapables d'accéder à une quelconque responsabilité politique. Et cette auditrice me reprend, et elle a raison, une petite remarque. Écrire à deux mains est préférable, me semble-t-il, à l'expression à quatre mains, car personne n'écrit avec ses deux mains. Oui, on joue, parfaitement raison, chère auditrice, on joue du piano à quatre mains. C'est ce qui m'a mal orienté. Voilà, souhaitez-vous commenter là? Oui, effectivement, je trouve que c'est une remarque qui est, bon, en plus des deux mains, la remarque sur comment dire, la dichotomie entre d'un côté leur côté farouchement réactionnaire et de l'autre naturaliste est assez intéressante parce qu'effectivement, politiquement, ils passent leur temps et ils en jouent à se montrer comme des gens réactionnaires, donc ils sont contre l'éducation des enfants. Ils ont un passage notamment très féroce où ils critiquent leur libraire qui s'appelle Monsieur France, qui a mis son fils Anatole au collège Stanislas, et donc pour eux c'est vraiment la fin du monde, c'est-à-dire que les enfants vont commencer à s'élever dans la société, à avoir honte de leurs parents, et donc c'est le lit de toutes les révolutions. Bon, ce qui ne sait pas, c'est que le fameux Anatole France recevra le prix Nobel de littérature. Ils s'inquiètent aussi de la disparition des domestiques. Alors pour plaisanter, ils disent un jour il faudra faire soi-même son lit, vous verrez, on n'aura plus de domestiques chez nous. Ils ont été contre le téléphone, contre les pyjamas qui s'appellent des chemises de prostitution, contre la bicyclette, contre à peu près tous les hommes politiques et tous les régimes qui existent. Et malgré cela, malgré ce côté réactionnaire qui est vraiment très revendiqué, effectivement, ils ont la volonté de montrer la condition du peuple et de faire réfléchir sur cette condition du peuple. Et donc leur roman montre des personnes qui sont dans des situations de précarité extrême et sans être jugées. Donc c'est effectivement assez intéressant. Je vous propose d'aborder leur vie, en commençant par le début, par leur jeunesse. Et vous avez d'ailleurs titré ce chapitre consacré à cette période de leur vie, « Naître vieux dans un monde jeune ». Et vous citez là encore les Goncourt dans leur journal. « Les enfants sont comme la crème, les plus fouettés sont les meilleurs ».
Alors, je vous laisse nous parler de leur enfance. Je peux juste préciser qu'Edmond naît à Nancy le 26 mai 1822. Voilà, je vous laisse nous raconter. Nous parler aussi de leur famille, parce que leurs parents, leurs grands-parents aussi ont des origines intéressantes. Oui, ils sont issus d'une famille qui est relativement intéressante, donc ils naissent Edmond effectivement en 1822 et Jules 8 ans plus tard en 1830, et ils naissent dans une famille qui est une famille de notables de province. Donc Edmond est né à Nancy et l'année d'après la famille sera à Paris. Dans les journaux, dans les articles qui seront consacrés au Goncourt à la fin de la vie d'Edmond, donc vers 1890, on décrira la famille de Goncourt comme une des grandes familles de Lorraine, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est une famille qui est notable, qui est à la frontière entre la bourgeoisie et la noblesse. Donc les Goncourt n'ont jamais été anoblis. Et l'arrière-grand-père d'Edmond a acheté la terre de Goncourt en 1787, donc 2 ans avant la Révolution, et c'est pour ça qu'il s'appelle Edmond et Jules de Goncourt. Et effectivement, cette famille, c'est un peu le creuset de la société d'alors. On a si on remonte au XVIIe siècle, c'est une famille de fermiers qui s'est enrichie et qui est parvenue à des fonctions après dans la magistrature, et donc qui cousine d'un côté avec des gens qui sont relativement modestes, avec des petits bourgeois de province, et de l'autre, on retrouve par leurs alliances des ministres de Louis XVI, on retrouve des armateurs. On retrouve donc pas mal de gens, des profiteurs de guerre aussi. Leur grand-père a fait fortune, leur grand-père maternel a fait fortune en équipant les armées de Napoléon. Donc on trouve tous ces gens-là, ce côté un peu mélangé et qui leur permet vraiment de bien connaître la société bourgeoise de l'époque. Alors, leur grand-père maternel, pardon, est tout de même mort de froid pendant la campagne de Russie. Donc il n'a pas profité jusqu'au bout quand même de sa situation. Malheureusement, et leur père, ils sont très fiers de leur père, et c'est ce que vous écrivez dans votre livre, Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talandier, livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir à Radio Courtoisie. Ils sont très fiers de leur père, c'est un héros des campagnes du Premier Empire, et constamment ils vont chercher à être à sa hauteur. Oui, ça c'est vraiment un personnage qui est relativement fascinant. Effectivement, leur père, alors curieusement, ils en parlent assez peu. Je pense que c'est parce que leur père est mort quand Edmond avait 8 ans et donc Jules avait 1 ou 2 ans. Ils l'ont assez peu connu, mais effectivement, à chaque fois qu'ils en parlent, c'est vraiment de manière très laudative. Leur père s'est engagé très jeune dans les troupes de Napoléon et a été vraiment un héros de guerre. Donc plusieurs fois, il a eu l'épaule traversée par une balle en Russie. Quand il était en Italie, pendant les campagnes d'Italie, il a tenu tête avec un petit régiment à des assaillants autrichiens. Il a eu plusieurs coups de sabre dans la tête. Et donc, effectivement, il est toujours resté fidèle au souvenir de Napoléon, alors que pour sa carrière, beaucoup des gens qui l'avaient connu justement pendant l'épopée napoléonienne ont retourné leur veste, souvent plusieurs fois d'ailleurs, et se sont ralliés à la Restauration. Lui n'a pas voulu faire ça, et il en a payé le prix aussi. Donc il est toujours resté droit dans ses bottes, fidèle à ses valeurs, et il est mort relativement jeune. Mais donc il a constitué vraiment pour eux un exemple à suivre. Alors, sa grand-mère, c'est un peu l'exemple inverse. Vous la décrivez comme étant de mœurs légères et vivante en ménage avec un prêtre qui l'appelait Cocotte. Oui, c'est ça. Leur grand-mère, ils en parlent assez peu, mais leur grand-mère, effectivement, visiblement, avait une vie assez légère, surtout pendant le Directoire. Et donc, il y avait des poètes licencieux qui racontaient ses aventures amoureuses. Et puis, eux ont connu donc ces histoires avec le prêtre avec qui elle vivait, qui avait transformé son hôtel particulier en cuisine. Donc, il y avait une dizaine de cuisines. Il ne faisait que manger. Il l'appelait Cocotte. Et donc, ils ont connu cette vieille femme à la fin de sa vie, emmitouflée dans des couvertures, au milieu de meubles qui étaient eux aussi couverts par des couvertures. Et ils ont connu cette femme-là à la fin de sa vie. Alors, leur père meurt, donc vous l'avez rappelé, il a 8 ans. Je crois qu'Edmond a 8 ans. Lorsque leur père meurt à l'âge de 46 ans. Il meurt bien du choléra, c'est ça? Je connais pas la cause de sa mort, mais il me semble pas que c'est le choléra parce qu'il est mort après. Je crois qu'il est. Il est mort après l'épidémie. C'était un cancer. D'accord. Qui meurt du choléra? C'est Émilie, c'est ça? Émilie, oui. C'est leur sœur. La sœur des Goncourt. Il y a eu 2 sœurs, en fait, 2 filles, une qui est morte très peu de temps après sa naissance, et Émilie qui était donc entre Edmond et Jules et qui est morte en 1832 pendant l'épidémie de choléra. Les 2 frères sont des passionnés d'art, ils veulent
oui, vous allez nous expliquer, ils veulent une passion à l'art. L'art et la littérature, c'est vraiment leur vocation, c'est l'essence en quelque sorte de leur vie. Ce goût pour l'art et cette capacité à discerner les belles œuvres d'art, ils la doivent à une de leurs tantes, Madame de Courmont. Oui, Madame de Courmont, donc qui venait d'une famille de collectionneurs et qui avait épousé surtout le bas de Courmont, et le bas de Courmont était une famille de grands collectionneurs aussi. Et cette tante les recevait tous les week-ends dans sa maison, qui était à Ménilmontant, qui est une sorte de folie du XVIIIe siècle qui existe encore aujourd'hui et qui était vraiment gorgée d'œuvres d'art. Il y avait des toiles de maître et surtout plein de bibelots. Et tous les dimanches, cette tante accompagnait Edmond dans les boutiques d'antiquaires et avec elle, il cherchait les trésors qu'il pouvait y avoir, notamment des objets du XVIIIe siècle. Et c'est ça justement qui lui a donné le goût de l'art du XVIIIe siècle. Alors, quand vous écrivez Jules, qui est né à peu près 8 ans après Edmond, on est très surpris de leur entente. Ils s'entendent comme des jumeaux. Hein. Vous avez précisé, ils se partagent même leur maîtresse, ou plutôt c'est Jules qui passe ses maîtresses à Edmond, parce que vous décrivez Jules comme un dérideur des fronts qui laisse un essaim d'admiratrices éperdues. Vous décrivez encore Jules comme une personne d'un grand humour, mais son humour dissimule une cruauté à nul autre pareil. Alors qu'Edmond, là aussi, ce sont vos termes, c'est un grand timide qui regorge des passions tristes. C'est un homme qui est froid, et cette froideur masque une nature mélancolique, de personnalités totalement différentes. D'où vient cette entente? Oui, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est de voir à quel point ce sont deux êtres que tout oppose en fait, à chaque fois, que ce soit en termes physiquement, de tempérament. Et ils ont la volonté constante d'apparaître vraiment comme un seul être. Et pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est ils se sont retrouvés orphelins assez jeunes. Quand Jules avait 17 ans, donc le père est mort quand Jules était tout petit, la mère est morte quand Jules avait 17 ans, et au moment de mourir, elle a pris la main de ses deux enfants, elle les a rassemblés, et elle a fait comprendre à Edmond qu'il fallait qu'il veille sur son jeune frère. Et donc, il y a eu ce côté un peu paternel d'Edmond qui veillait sur son frère qui était souvent malade, qui était assez fragile. Ils ont grandi ensemble. Ils se sont fait un peu tout seuls. Il y a ce côté-là, et je pense que le deuxième côté, après, est les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur carrière littéraire et artistique, le manque de reconnaissance et l'impression que le monde entier était lié contre eux, qui les a un peu renforcés aussi, et qui a fait cet étrange couple qui vivait vraiment seul dans sa tour d'ivoire face à l'adversité du monde. Si vous me permettez, j'aimerais lire quelques lignes du portrait que Théophile Gautier fait des deux frères. Ce portrait, vous le présentez dans votre livre, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talandier. Voici ce que dit Théophile Gautier. C'était un événement de voir un Goncourt seul, se souviendra Théophile Gautier. L'autre, assurément, n'était pas loin. Ils ne se ressemblaient pas, même de figure. Mais l'on sentait qu'une âme unique habitait ces deux corps. C'était une seule personne en deux volumes. La conformité morale était si forte qu'elle faisait oublier les dissemblances physiques. Lorsqu'il se trouve dans un salon, ça c'est vous qui écrivez, lorsqu'il se trouve dans un salon, le spectacle est garanti. Jules, le bavard, évoque une histoire, une théorie, et il suffit qu'il reprenne un instant haleine pour qu'Edmond continue la phrase, la développe, avant que le premier ne reprenne la parole pour synthétiser. Il est superbe ce portrait que dresse Théophile Gautier. Oui, il est corroboré par d'autres sources aussi qui parlent vraiment de cet esprit qui était en deux corps comme ça, et ces anecdotes qui sont commencées par l'un et qui sont finies par l'autre. Alors comment sont-ils amenés tous les deux à devenir ensemble des écrivains? Font-ils des études? Qu'est-ce qui les oriente dans cette passion?
Quand on regarde un peu leur parcours scolaire, ils ont fréquenté les bons établissements de l'époque, donc la pension Goubeau, qui était réservée aux familles un peu aisées, Henri IV et ce qui est aujourd'hui le lycée Condorcet. Donc ils ont fréquenté les bons lycées. Ils ont déjà, quand on lit leurs copies, vraiment un talent littéraire, donc ils écrivent extrêmement bien. Et c'est assez époustouflant de voir que des enfants de 10 ans ou 12 ans peuvent écrire des choses pareilles, c'est assez inimaginable aujourd'hui. Et donc on sent déjà qu'il y a un intérêt pour les lettres, et notamment pour Saint-Simon d'ailleurs, c'est évoqué par Edmond de Goncourt. Et après ça s'est fait un peu par hasard. En fait au départ la vraie passion d'Edmond était pour la peinture, et donc il a commencé à prendre en cachette des cours de peinture en parallèle de son travail. Il a été juriste et puis ensuite comptable, un travail qu'il détestait et qui lui donnait des envies de suicide, c'est ce qu'il raconte. Et donc plutôt le dessin. Et puis ils vont faire la rencontre de leur cousin, un de leurs cousins qu'ils avaient perdu de vue, qui leur propose de travailler avec eux dans un journal qu'il est en train de monter. Et donc, un peu par hasard, ils rentrent justement dans le monde du journalisme. Ça se passe assez mal. Ils racontent, ils font des petites scénettes comiques, ils font des critiques de théâtre. Et puis, à un moment, pas de chance, dans un de leurs articles, ils font une allusion un peu voilée à une maîtresse du cousin de Napoléon III. Et donc, immédiatement, ils finissent avec un procès. Ça se passe assez mal pour eux. Ça les traumatise complètement. Ils arrêtent le journalisme, mais en revanche, ce passage dans le journalisme leur donne le goût de l'écriture, et donc c'est à partir de là qu'ils se lanceront d'abord dans l'histoire et ensuite dans le roman. Permettez-moi de lire ces quelques lignes qui se trouvent dans le chapitre où vous écrivez leur début dans le journalisme. Voici ce que vous écrivez. Les Goncourt seraient condamnés pour leur immoralité, et le régime impérial, tout juste proclamé, leur pardonnerait s'ils s'abaissaient à lui demander grâce. On nous déshonorerait un peu d'abord par la condamnation, et puis tout à fait par la demande de grâce. L'Empire, à ce qu'il paraît, avait besoin de 2 bassesses de plus, pestent les 2 journalistes. La rencontre avec le sinistre substitut Hiver confirme leur pire crainte. Le magistrat leur confesse qu'il les sait innocents, mais les poursuit pour complaire au ministre et les prie par la même occasion de ne pas utiliser cet aveu pour leur défense lors du procès. Au tribunal, le juge d'instruction moins magnanime les interroge avec autant de hargne que s'ils avaient étouffé leur mère dans des gilets de flanelle. Les inculpés ont beau jeu de souligner que les vers ont été piochés dans un essai de Sainte-Beuve, qui a conduit son auteur à l'académie, non en prison. Pour gagner la partie, les Goncourt comprennent que de nombreuses précautions seront nécessaires. Plutôt que d'assurer eux-mêmes leur défense, plutôt que de choisir celle d'un ténor du barreau, il leur faudra quelqu'un de ces honnêtes bêtes dont la nullité attire sur son client une sorte de miséricorde, un nom et une parole peu sonores, un de ces hommes qui humilient une cause au pied des juges touchés de pitié et qui soutinrent doucement, platement, ennuyeusement un acquittement comme une aumône. C'est magnifique comme description. Oui, ils ont ce talent de renverser complètement la situation et de transformer leur condamnation en spectacle comique. Et quand on sait comment l'avocat, justement, il raconte après la rencontre avec cet avocat nullissime qui leur permettra d'être sauvés, et l'avocat, justement, les sauve en racontant que ce sont 2 enfants de bonne famille et puis que depuis 20 ans, c'est la même bonne qui les sert, ce qui prouve que vraiment, ce sont des gens extrêmement moraux. Et grâce à ça, notamment, ils seront libérés. Mais ça va les guérir du journalisme, parce qu'ils en sortent traumatisés de cette expérience. Ils sortent complètement... un simple blâme. Oui, ils ont juste un blâme, donc ils s'en sortent plutôt bien. En revanche, ils sont complètement traumatisés à la fois par la justice, dont ils auront vraiment une crainte toute leur vie, contre le régime impérial. Alors là, ça va les remonter extrêmement fort contre la cour, et ça les empêchera de vraiment admirer Napoléon III, parce qu'on les accusait souvent d'être des soutiens indéfectibles du régime impérial, et en fait pas du tout. Et puis, curieusement, contre le journalisme aussi. Alors ils ont toujours des paroles extrêmement dures après contre les journalistes. Ils disent qu'est-ce que le journal? C'est la généralisation du torche-cul. Des choses comme ça, donc extrêmement dures. Après, ils appellent les journalistes les remplaçants des ordres mendiants. Et donc, oui, ils détesteront toujours les journalistes après ça. Et, juste avant de se lancer dans le journalisme, ils ont écrit leurs premières œuvres, une pièce de théâtre consacrée à un poète qui s'appelle Hégésippe Moreau.
pas un directeur neveu de cette pièce excentrique. Et puis aussi, leur premier roman, ils n'auront pas de chance parce que ce roman est mis en vente le jour du coup d'État de Napoléon III. Que valent ces deux œuvres? Hégésippe Moreau, je vous avoue que j'ai pas réussi à la retrouver, mais j'en sais ce qu'ils disent. Donc eux-mêmes disent que c'est une très mauvaise œuvre et ils l'ont brûlée. Tellement elle était mauvaise. En revanche, en 1800 ou en 18, trois petits points, celle-là on peut la lire et eux-mêmes la jugeront très sévèrement après en disant qu'elle est très mauvaise. Et effectivement, c'est assez incompréhensible, donc ça mélange beaucoup d'histoires. Ils font parler des bûches dans une cheminée, ils donnent une recette de potage, des conseils de philosophie un peu surprenants. Ils donnent un petit billet de Madame de Maintenon, donc on n'y comprend pas grand-chose, c'est complètement ésotérique. Il y a des points d'exclamation partout, les titres de chapitres sont trop longs, donc c'est vraiment une catastrophe. Et ils mettaient en épigraphe de ce livre qui le lira, et effectivement personne ne l'a lu, ils en ont vendu 64 exemplaires. Leur premier véritable succès, peu de ventes mais une bonne critique, dites-vous, c'est le livre qu'ils consacrent à la société française sous la Révolution. Oui. Effectivement, alors après le journalisme, il commence à publier des petits essais de mœurs, un qui s'appelle La Lorette, qui est consacré donc aux femmes de leur quartier. Ils habitaient rue Saint-Georges et donc à côté de l'église Notre-Dame de Lorette, et on trouvait toutes ce qu'on appelait les Lorettes, qui étaient des prostituées de leur quartier, et donc ils leur consacrent un petit essai un peu humoristique. Et cette volonté de retracer justement la société qui les entoure les pousse en parallèle de leur goût de l'histoire à vouloir retracer l'histoire quotidienne au XVIIIe siècle, et donc notamment d'abord au moment de la Révolution. Ils font ce livre qui s'appelle l'histoire de la société française sous la Révolution, qui veut un peu révolutionner la manière de faire de l'histoire. Donc plutôt que de s'intéresser, comme beaucoup d'historiens, aux grands événements, aux grands hommes, aux traités qui sont conclus, ils se disent qu'il faut retracer l'histoire du quotidien et donc travailler avec des documents du quotidien, faire une histoire sociale. Et donc ils vont éplucher les correspondances de l'époque, des documents qui filent un peu partout, chez des libraires, chez des brocanteurs, les journaux, les menus de restaurants. Ils disent que notamment une époque dont on n'a pas des menus de restaurant ou un échantillon de robe, on ne peut pas la comprendre. Et donc, à partir de tous ces éléments, ils arrivent à reconstruire la société française d'alors, et le livre est relativement bien écrit, relativement intéressant, et ils ont effectivement d'assez bonnes critiques à ce moment-là, même si le livre se vend peu. Et c'est toujours lisible ou c'est dépassé? Oui, non, celui-là est toujours lisible et très intéressant. Je vais juste citer 2-3 lignes de cet ouvrage tel que vous les présentez dans votre livre. Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talendier, livre pour lequel nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir en direct sur Radio Courtoisie. Ce sont les descriptions que les frères Goncourt font de Robespierre et Marat. Voici ce qu'ils écrivent. Leur nimbe de croque-mitaine, l'éblouissante terreur du sang qu'ils ont versé, ôter leur nimbe de croque-mitaine, l'éblouissante terreur du sang qu'ils ont versé, l'un n'est plus qu'un professeur de rhétorique filandreux, un gracchus pète de loup, l'autre un maniaque, un aliéné caricatural. Une réaction d'auditrice, je me permets de vous la lire. Il semble que les Goncourt partageaient leur maîtresse. Effectivement, vous l'avez rappelé. Or, l'un est mort de la syphilis, c'est la petite vérole, c'est la syphilis, oui, tandis que l'autre ne semble pas avoir été atteint. Est-ce vrai? Nous allons en parler en effet. Avez-vous pu visiter la villa des Goncourt, sise dans la très chic villa Montmorency, dans le 16e arrondissement? Enfin, et ça s'adresse directement à vous, en brillant élève d'HEC, connaissez-vous par hasard l'origine des 5 000 francs or du prix Goncourt, qui à l'origine devait équivaloir à 25 000 euros, réduit maintenant à un royal chèque de 10 euros? Oui, alors pour répondre aux questions dans l'ordre, concernant la syphilis, effectivement, c'est eux qui racontent à chaque fois qu'ils ont les mêmes maîtresses. Je suis pas allé vérifier, malheureusement, on ne pouvait pas intéresser la maîtresse, mais ils n'ont peut-être pas on peut remarquer ça, qu'effectivement, Jules de Goncourt a eu de la syphilis, et qu'Edmond de Goncourt, qui dit partager les maîtresses, ne l'a jamais attrapé.
Donc après, voilà, on ne saura sans doute jamais. Et concernant les 5000 francs or, oui, bien sûr. C'est complètement tracé. Peut-être qu'on en parlera après au moment de la... Oui, on va l'évoquer tout à l'heure, en effet. Les concours, mais ça vient de leur fortune personnelle. Ainsi que leur déménagement à la Villa Montmorency. Après cette première écriture, ces premiers écrits qui, vous l'écrivez, montrent de réels progrès littéraires, des bonnes critiques, mais peu de ventes, eh bien, ils partent voyager en Europe. Ils vont notamment en Italie, à Venise et à Florence. Alors, ce qu'ils disent de Florence est étonnant. Ils utilisent cette expression, une ville bête comme un camélia. Oui. Qu'est-ce qu'ils entendent par cette description, une ville bête comme un camélia? C'est étonnant de la part de personnes qui sont vraiment très, très amateurs d'art. Oui, je ne sais pas d'où leur vient cette description, mais ils ont toujours... L'Italie, étonnamment, les rebute complètement. Ils détestent l'Italie. Ils font des descriptions extrêmement dures, donc non seulement de Florence, comme vous l'avez dit, mais même de Rome. Ils disent Rome, une ville où on ne sait pas si ça sent la fleur d'oranger ou la merde. Je cite. Et donc, ils détestent vraiment l'Italie. Quand ils vont dans les musées, ils trouvent les tableaux absolument abominables, les peintres stupides. Les Italiens les fatiguent aussi, ils les trouvent à la fois trop prudes et trop dévergondés. Et donc, ils ont étrangement, cette haine de l'Italie que j'ai jamais réussi à m'expliquer. C'est de retour de ces voyages. On est à quelle époque à peu près lorsqu'ils vont commencer la rédaction de leur fameux journal? Comment l'idée leur vient? Et dans quel but font-ils cela? Pour une publication à quelle échéance? Alors, le journal, au départ, c'est... un peu par hasard, Jules prend quelques notes quand il est jeune, en 1848, et puis il le commence véritablement à partir du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, quand il veut prolonger son mandat. Au départ, c'est pris de manière un peu sporadique. Une fois de temps en temps, ils jettent des notes pour appeler leur journée. Et puis, à travers ce qu'on a vu, leur volonté de reconstruire la société du XVIIIe siècle, la façon dont ils épluchent des documents, ils tombent sur le journal de Bachaumont, alors qui était un faux, mais ça, ils ne le savaient pas. Et en lisant Bachaumont, ils se rendent compte que, à travers lui, ils peuvent vraiment comprendre la société d'alors, savoir exactement ce qui se passe et vraiment être plongés comme s'ils y étaient dans le XVIIIe siècle. Et ils se disent qu'ils vont faire la même chose pour la postérité et donc permettre à travers eux de naviguer dans le XIXe siècle. Et donc raconter absolument tout. Ce qui fait que ce journal d'ailleurs est assez inégal. Mais donc ils vont leur slogan, c'est de montrer l'humanité comme elle se livre en robe de chambre. Donc sans rien enjoliver et en racontant tout. Donc ils vont raconter leur menu au restaurant, combien ils ont payé pour avoir des escargots, une bouteille de vin. Donc des choses qui ne sont pas forcément passionnantes. Et à côté de ça, effectivement, raconter les événements politiques tels que eux les vivent. Ça donnera notamment de la part d'Edmond des très belles pages sur la Commune de Paris. Ils vont raconter tous les grands hommes qu'ils fréquentent parce qu'ils étaient assez mêlés à toute la société littéraire et mondaine de l'époque. Et c'est ce qui fait l'intérêt du journal. Et donc, ils auront toujours des propos, comme vous les avez lus tout à l'heure, assez incisifs. Ils comparent par exemple la voix de Lecomte de Lille au déchirement aigre d'un couteau dans une tranche de melon pas mûr, ou des jugements assez péremptoires, par exemple, lu aujourd'hui les projets de ce que projetait Balzac, il méritait de vivre 10 ans de plus, comme Hugo, 10 ans de moins. Permettez-moi aussi de lire, c'est à la page 99 de votre livre, quelques lignes de ce journal, des notes qu'ils ont prises. On verra ainsi défiler Louis-Philippe et sa ladrerie proverbiale s'exclamant devant une boutique. Ah, que c'est joli, ça, que c'est joli, mais ça coûte 10 francs. George Sand, qui avant même que son amant tout juste trépassé soit mis en bière, se met, ce sont les termes que j'utilise dans leur journal, se met à soupailler, à boire du champagne, à baisoter, à mener une vie d'étudiante de 40e année et en tombe malade. Ou Charcot, qui se rase le crâne pour se faire un front de penseur. Si la situation n'est pas assez ridicule en soi, et d'ailleurs même quand elle l'est, les chroniqueurs ajoutent la remarque cruelle qui lui donnera toute sa saveur. Quand une source bien informée leur apprend par exemple que le poète Camille Doucet s'est exclamé un soir d'ivresse qu'il aurait fait un excellent domestique, ils renchérissent. Pourquoi j'aurais fait?
comme leur contemporain Horace de Vieille-Castel, à qui ces mémoires acides vaudront le surnom de Fiel-Castel, les Goncourt ne se contentent pas de regarder par le petit trou de la serrure. Ils vidangent les latrines, examinent les cuisines, interrogent les domestiques et inspectent les combles. Si, comme le fait alors entendre Darwin, l'homme descend bien du singe, beaucoup semblent sur leur plume avoir sauté quelques échelons. Et la question que l'on se pose en lisant ces lignes féroces et vraiment cruelles sur les personnes, hommes politiques, artistes, écrivains de leur époque, qu'ils croisent, qu'ils rencontrent, c'est la fiabilité que l'on peut accorder à ces commentaires. Faut-il prendre tout cela au sérieux? Et comment faire le tri, d'après vous, comment faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui tient vraiment à leur méchanceté? Oui, c'est une bonne question et qui leur sera souvent posée après. Le journal, en fait, au départ, devait rester la date de publication n'était pas du tout fixée au moment où ils l'ont commencé. Et à la fin de sa vie, Edmond de Goncourt va commencer à le publier, alors en enlevant les passages les plus scandaleux évidemment, mais très vite quand on lit sa correspondance justement, on se rend compte qu'il reçoit beaucoup de courriers qui lui disent mais ne racontez pas cette histoire, elle est complètement fausse. Il y a notamment un moment où il raconte la guerre de Crimée et un canon qui n'est pas graissé et donc le général qui est à côté ouvre un crâne de soldat qui est mort et puis utilise le cerveau pour graisser le canon. Et il y a un lecteur qui s'insurge et qui dit mais celui qui vous a raconté ça est le plus grand menteur de Paris, ne répétez pas ça. Il y avait aussi beaucoup de gens qui, sachant qu'ils faisaient ce journal, s'amusaient à raconter n'importe quoi, soit pour se venger d'une ancienne maîtresse ou d'un usurier, soit pour s'amuser. Jean Lorrain, par exemple, lui racontait des histoires toujours les plus invraisemblables en espérant qu'elles passeraient. Et Alphonse Daudet lui disait toujours, mais c'est Jean Lorrain qui vous a raconté ça. Et Edmond de Goncourt dit oui, mais parfois il raconte quand même des choses vraies. Ce qui n'empêche pas évidemment de tout noter. Donc effectivement, beaucoup de ces histoires sont assez, paraissent assez peu vraisemblables. Il y en a certaines d'autres qui sont vraies. Le moyen de le savoir, c'est quand il déteste quelqu'un, souvent, il va être extrêmement méchant, et ce sera le cas notamment avec Zola. Et donc la plupart des choses qu'il raconte sur Zola sont sans doute complètement exagérées, voire je ne sais pas s'il inventait, mais sont assez peu plausibles. Après, le reste, les autres anecdotes, parfois on arrive à retrouver d'autres sources qui les confirment. Ils se sont jamais mariés. Vous expliquez dans votre livre, Pierre Ménard, qu'ils cherchent du coup, en conséquence, pour justifier leur situation, ils cherchent à bâtir leur statut d'apôtre de l'art qui se consacre entièrement à la littérature comme d'autres adieux. Oui, il y a une chose qui surprend quand on les étudie, c'est leur rapport aux femmes, qui est extrêmement particulier, parce qu'il y a vraiment une dualité dans leur œuvre et dans leur vie. Il y a d'un côté la femme du XVIIIe siècle, qui est vraiment une sainte, et ils en parlent comme si elles étaient vivantes, comme s'ils les avaient connues personnellement. C'est ce que dit notamment George Sand, qui raconte, il parlait de leurs dames comme s'ils venaient de les quitter la veille. Donc, et ces femmes-là, même si elles sont comme Madame du Barry, qu'elles ont une vie assez mouvementée, ils en feront toujours des femmes qui sont extrêmement cultivées, intelligentes, gentilles, qui sont des modèles. Et de l'autre côté, on a la femme du 19e siècle, la femme incarnée, et alors là, ils sont extrêmement féroces avec elle. Alors là, je vais citer, c'est pas mes propos, mais il l'appelle un alambic à urine et à merde, la plus belle et la plus admirable des pondeuses et des machines à fécondation. Et alors, ce qui les empêche pas évidemment d'avoir besoin de temps en temps de fréquenter des femmes, parce que même s'ils se disent apôtres de l'art, de temps en temps ils ressentent le besoin de rencontrer des femmes, et donc ils parlent des femmes en parlant d'elles, de leur corps comme de la viande blanche de poulet mort, et ils comparent l'odeur de la femme à celle de la crevette 11 jours après sa mort. Donc énormément de propos très misogynes. Et si on essaie de comprendre pourquoi il y a cette dualité, on trouve la réponse dans leur roman. En fait, dans leur roman, la femme, souvent, est celle qui va arracher l'artiste à l'art. Donc, ils consacrent plusieurs romans à des peintres ou des écrivains, et à chaque fois, ce qui va causer la chute de cet artiste, c'est la femme. Parce que pour eux, la femme est un animal, ils appellent ça un animal religieux et bourgeois, et donc elle va essayer d'arracher l'artiste à son art pour assouvir ses besoins matériels. Donc elle voudra une position matérielle stable, elle l'orientera vers un travail stable et pas du tout vers l'art. Et donc, c'est ça sans doute qui fait qu'ils détestent autant les femmes, ou en tout cas qu'ils l'affirment.
Ils écrivent d'ailleurs qu'il est plus commode d'être fidèle à la femme d'un autre qu'infidèle à la sienne, tant le mariage, c'est ces commentaires que vous en faites, tant le mariage leur est aberrant. Oui, ils ont des propos très durs contre le mariage où ils disent aussi on parle à une femme, on dit des phrases en sachant qu'elle ne comprend rien, comme on parlerait à un chien ou à un chat. Donc ils ont toujours des propos extrêmement véhéments. Et Pierre Ménard, je vous posais cette question au début de notre entretien. Est-ce que le XXIe siècle, notre époque, a ses frères Goncourt? C'est impossible. Ils ne pourraient pas écrire tout ce qu'ils ont écrit à notre époque. Et on est intrigué. Il y a une immense liberté de ton, et on se rend compte que cette liberté de ton, nous ne l'avons absolument plus. Oui, il y a mais il faut nuancer aussi. Effectivement, ils peuvent écrire toutes ces horreurs-là. Alors, une partie, quand même, est écrite dans leur journal et n'a pas forcément été publiée à ce moment-là. Il faut aussi l'avoir en tête. Mais effectivement, ils peuvent écrire des horreurs et ça passe tout à fait. De l'autre côté, il y a quand même régulièrement, ils sont soumis à des censures, notamment au théâtre. Pour des choses qui aujourd'hui passeraient sans aucun problème. Oui, nous allons y venir d'ailleurs. Il y a eu une véritable bagarre, un véritable scandale. Une pièce, pourtant vous dites que cette pièce elle n'a rien de particulier. Elle a déclenché une espèce de folie lors des représentations et a été interdite par le maréchal Vaillant d'ailleurs. On se demande ce que vient faire un maréchal du Deuxième Empire dans cette affaire pour l'interdire au bout de la sixième séance. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent de très grands collectionneurs et de très grands spécialistes d'ailleurs de l'art du XVIIIe siècle. Ils vont constituer, écrivez-vous, l'un des plus beaux ensembles de Paris qu'ils exposeront. Et le Louvre, d'ailleurs, les chargera d'expertiser un ensemble de dessins pour leur compte. Ça, les collections, ils ont commencé assez tôt. Je crois que le premier dessin qu'a acheté à Dumont, il l'a acheté à 16 ou 18 ans. Il dit que c'était un boucher, bon, ce qui n'était pas le cas, mais c'était un beau dessin du XVIIIe siècle. Et effectivement, très rapidement, ils ont commencé à collectionner des dessins, quelques tableaux, mais surtout les dessins, et des meubles, des bibelots, au point d'avoir une maison qui était complètement encombrée partout. Et souvent, ils s'amusent à faire venir justement des écrivains, des dramaturges chez eux. Et il faut absolument s'extasier devant toutes leurs œuvres d'art qui sont là. Et ils ont des pages très cruelles contre Flaubert qui y est allé et qui a regardé ça sans s'extasier. Et donc ils le traitent de tous les noms et de barbare parce qu'il n'a pas saisi la beauté de tout ce qu'ils avaient chez eux. Comment écrivent-ils à deux? Comment font-ils pour écrire et leur journal, et leurs romans, et leurs pièces de théâtre? Comment se partagent-ils leur travail? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Goncourt étaient rentiers. En fait, en mourant, leur mère leur a laissé une petite fortune, l'équivalent de 10 000 livres de rente annuelle, donc ce qui permettait de vivre très honorablement sans être particulièrement riches, de pouvoir se consacrer à leur art. Donc ça leur laissait du temps. Et ensuite, ils avaient effectivement une méthode de travail assez particulière. On avait dit écriture à 4 mains ou plutôt à 2 mains. Donc ils se répartissaient un thème de travail. Ça pouvait être un chapitre à écrire, par exemple. Ils donnaient la grande idée du chapitre. Chacun partait de son côté ensuite, écrire le chapitre, et puis il rassemblait ensuite les deux morceaux, et en prenant dans un bout ce qui était bon, dans l'autre une idée, et ensuite il refondait ça. Et c'est Jules particulièrement qui repassait derrière, et qui vraiment avait un côté styliste, il voulait absolument faire une langue à eux, et donc il allait par exemple dans les parcs pour écouter des enfants parler, et pour s'en inspirer. Et donc à partir de ça, ils refondaient le texte, et ils en faisaient l'équivalent d'une œuvre d'art. Ils voulaient qu'il leur estampille dessus après, comme on aurait mis sur un meuble. Ce qui donne un style en fait assez particulier. Et ce qui fait, à mon avis, aujourd'hui, qu'on ne les lit plus forcément. Gide, par exemple, disait qu'il lisait les Goncourt pour apprendre comment il ne faut pas écrire. Et Anatole France disait ils ont torturé la phrase, fatigué des mots. Le succès, d'ailleurs, est très long à venir. Par exemple, en janvier 1860, donc Edmond a 38 ans, si je ne me trompe pas, et donc Jules doit en avoir une trentaine. Eh bien, ils n'ont toujours pas connu de succès avec leur publication. Et par exemple, l'ouvrage, l'œuvre qu'il publie à ce moment-là, Les Hommes de Lettres. Les Hommes de Lettres, eh bien, là encore, c'est un échec.
Ils en vendent 500 exemplaires et permettez-moi de lire ce que Barbet de Revilly écrit sur cette dernière publication. Et il écrit ça, Barbet, dans Le Pays. Il invite les romanciers à retourner à leur métier d'historien. Là, je cite Barbet de Revilly. Ainsi donc, s'il faut nous résumer sur le livre de messieurs les Goncourt, peu d'invention, pas de composition, des caricatures pour des caractères, des événements et des détails sans aucune originalité, des conversations notées peut-être sur place, des mots tenus sans réserve, comme des poires pour la soif. C'est justifié ce jugement de Barbet de Revilly sur ce livre des Goncourt? C'est assez cruel, mais relativement vrai quand même. Les livres des Goncourt, peut-être à l'exception de Germinal Desserteux, dont j'imagine qu'on parlera après, sont effectivement manque de profondeur. C'est-à-dire que leurs personnages sont un peu fallot, un peu factices. Et ce qu'on leur reproche souvent, et à raison, c'est de construire leur roman comme une succession de tableaux, mais sans enchaînement forcément logique entre les scènes. Donc on va avoir une scène par exemple dans un hôpital où ils vont tout décrire dans la pièce, le lit, le drap, ce qu'il y a sous le drap, etc. Et une deuxième scène pareil où ils vont tout décrire aussi. Mais donc ça manque de naturel. Et ça se voit aussi dans leur vocabulaire où ils inventent, ils récupèrent des mots dans des vieux grimoires ou alors ils en ont inventé presque 800. Ils disent que, par exemple, la femme n'est pas désespérée, elle est en désespérance. Plutôt que de parler de pudeur, ils parlent de pudicité. Et ils disent que les hommes sont insomnieux et catastropheux. Ils inventent des mots crocodilesques. Ils parlent du chutement d'une feuille d'arbre, du pardonnement, de la désespération. Et donc, ça fait des tas d'effets de manche qui sont assez lourds et qui font perdre vraiment tout naturel à leur roman. Donc, la critique est quand même assez méritée. Et néanmoins, certains grands écrivains les apprécient. George Sand, par exemple, qui témoigne de son admiration, pourtant il ne l'épargne pas dans leur journal. Et puis aussi Flaubert, le très cher Flaubert, qui sera un de leurs de très grands amis, hein, et qui les reçoit régulièrement. Il y a un passage truculent de votre livre, Pierre Ménard. Vous citez une invitation que Flaubert leur envoie. Alors, cette invitation, donc, à venir à Croisset, le rencontrer. Donc voici un billet que leur envoie Flaubert pour les faire venir à Croisset. C'est lundi qu'aura lieu la solennité. Grippe ou non, tant pis, merde. Voici le programme. 1. Je commencerai à hurler à 4 heures juste. Donc venez vers 3 heures. 2. À 7 heures, dîner oriental. On vous y servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresse sautés au beurre de rhinocéros. 3. Après le café, reprise de la gueulade publique jusqu'à la crevaison des auditeurs. Ça vous va-t-il? Quelle truculence! Oui, c'est ça que j'ai trouvé assez amusant justement, c'est Flaubert qui critique à torrent, sort pour moi assez grandi en fait de ce qu'ils en racontent dans le journal, parce que quand on est à l'école, souvent on a tendance à voir ces hommes de lettres comme des gens extrêmement austères, et à travers eux, à travers ce journal justement, on se rend compte que c'est des gens qui sont souvent complètement déstructurés, un peu fous, et Flaubert notamment est celui qui est complètement truculent et qui est souvent assez amusant. Et au-delà de ces petites anecdotes, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la perception qu'il a de son art. Donc il raconte que par exemple, pour Madame Bovary, il voulait traduire une couleur, et donc c'était la couleur de moisissure d'existence de cloporte. Et que pour arriver à mieux traduire la couleur, il a dû changer de personnage. Au départ, il voulait prendre une vieille bigote, et puis finalement, il a pris celle qu'on connaît. Pour Salammbô, il veut faire quelque chose qui est pourpre. Et puis on se rend compte effectivement du style de vie qui s'inflige, donc Flaubert, où il travaille des heures et des heures, voire des jours entiers sans se nourrir pour être sur la même page, où il se met à parler après de derviches tourneurs et d'oiseaux sans que personne ne comprenne rien. Il interdit à ses domestiques de lui parler, sauf une fois par semaine pour lui dire « Monsieur, c'est dimanche ». Et puis, il est rendu complètement malade parce qu'il a mis 2 génitifs d'affilée dans une phrase, une couronne, 2 fleurs d'oranger, et donc il en perd le sommeil. Et toutes ces choses-là, ça le rend vraiment humain et passionnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il rencontre
et les meilleurs artistes, ils sont reçus dans les meilleurs cercles et les meilleurs salons de l'époque, alors que jusqu'ici, ils n'ont pas publié leur journal. Donc ce n'est pas ça qui les rend en tout cas intéressants. Et puis dans ce qu'ils ont écrit, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Comment se fait-il qu'ils soient reçus dans le meilleur monde de l'époque? Vous venez d'évoquer Flaubert qui les reçoit à Croisset. Nous allons parler de la princesse Mathilde, qui était le salon le plus réputé de l'époque, qui fréquente les Rothschild. Et puis nous allons aussi parler des fameux dîners Mani. Comment expliquez-vous cela? Je pense qu'ils avaient quand même une conception assez élevée de l'art et déjà qu'ils avaient des choses intéressantes à raconter par leur recherche, leur côté historien et leur connaissance du XVIIIe siècle qui les rendait assez singuliers. Et puis qu'ils avaient vraiment une très haute opinion de l'art qui, pour eux, devait tout transcender, tous les clivages. Ils rencontraient des gens avec qui ils n'étaient pas du tout d'accord politiquement. De toute façon, personne n'aurait été de leur bord politique puisque, par définition, ils étaient contre tout. Mais ils avaient ce côté où l'art, pour eux, passer devant tout, et je pense que c'est ça qui les rendait intéressants auprès de tous ces grands écrivains justement. Et puis ils avaient quand même une grande sensibilité littéraire. La princesse Mathilde les reçoit, elle les apprécie beaucoup. D'ailleurs, elle sera profondément triste lorsque Edmond décédera. Elle sera au premier rang à l'église d'Auteuil, à son enterrement. Et pourtant, la description qu'ils font d'elle dans leur journal n'est quand même pas très aimable. Voilà ce qu'ils écrivent. C'est une grosse femme, un reste de belle femme, un peu couperosée, la physionomie fuyante et des yeux assez petits dont on ne voit pas le regard, l'air d'une lorette sur le retour et un ton de bonne enfance qui ne cache pas tout à fait un fond de sécheresse. Oui, elle n'est pas rancunière. Bon, ça elle l'ignorait, mais effectivement, il y a ce côté qui est un peu stupéfiant où ils sont reçus très gentiment par la princesse Mathilde, qui était donc la cousine de Napoléon III et qui tenait effectivement un salon littéraire et artistique. Ils sont reçus dans ce salon, ils en sont ravis parce que c'est la première fois qu'on les reçoit dans un grand salon comme ça. Et puis, de retour chez eux, ils continuent à écrire toutes ces horreurs. Cela dit, pour nuancer un peu, Edmond de Goncourt dira quand même que la princesse Mathilde est une des femmes les plus intelligentes qu'il ait rencontrées et il aura quand même beaucoup d'amitié et beaucoup d'affection pour elle. Et puis il y a aussi les fameux dîners Mani que l'on retrouvera naturellement, qui alimentera leur journal. Qu'est-ce que c'est que ces fameux dîners Mani qui sont d'ailleurs une idée d'un grand écrivain de cette époque, Sainte-Beuve? Oui, les dîners Mani, ça s'est fondé en fait par un de leurs protecteurs, un de leurs mentors en littérature et en art qui s'appelait Gavarni. Et c'est celui qui a la statue au centre de la place Saint-Georges. Et Gavarni était assez mélancolique et donc Sainte-Beuve avait proposé pour le guérir de sa mélancolie d'organiser des dîners régulièrement dans un restaurant qui s'appelle Mani, qui est à côté de l'académie. C'est là qu'il allait retrouver ses maîtresses en fait quand il sortait des séances de l'académie. Et donc il propose de faire toutes les semaines, donc tous les 15 jours, des dîners dans des cabinets particuliers. Donc des cabinets particuliers, l'avantage c'est qu'ils pourront dire absolument tout ce qu'ils veulent sans être écoutés. Ils interdisent, pour le plus grand bonheur des Goncourt, la réunion aux femmes. On a pas mal d'anecdotes sur pourquoi ils voulaient éviter les femmes. Donc les conversations étaient relativement grasses. Et puis, il y avait cette volonté de ne pas avoir un ton trop mondain. Et on raconte par exemple les histoires de Madame Aubernon qui avait reçu Renan chez elle, c'était un peu après. Et elle distribuait la parole avec une clochette. Et donc... Renan, à un moment, lève la main, elle refuse de lui donner la parole, et puis une heure après, elle fait sonner sa petite clochette, elle dit « Renan, c'est à vous », et il répond « Je voulais simplement redemander des petits pois ». Donc il voulait éviter ce côté trop protocolaire, ce qui les empêchera pas, en fait, de recevoir George Sand, qu'ils appellent la nullité de génie, la vache à pisse, mais surtout tous les grands auteurs de l'époque, donc Gautier, Renan, Taine, Sainte-Beuve. Et ça donne des conversations qui sont vraiment amusantes, où tous ces grands esprits parlent de tout et n'importe quoi, de littérature. Donc Théophile Gautier, par exemple, parle de Pascal, il l'appelle un pur cul. Il s'étrangle sur La Fontaine ou sur Voltaire aussi, et les Goncourt manquent de s'étrangler quand on dit du bien de Voltaire. Et puis les autres racontent ce qui les intéresse dans la vie. Donc Flaubert raconte que par exemple quand il était jeune, il allait au bordel et prenait systématiquement la femme la plus laide, en faisant ça en plus en gardant son cigare à la bouche et devant toute la galerie, et il disait ça ne m'amusait pas mais c'était pour la galerie.
Et donc, on a toutes ces anecdotes assez savoureuses que les Goncourt voulaient retranscrire dans leur journal, et d'une méthode assez particulière, puisque le journal devrait vraiment être le moyen d'appréhender cette société du 19e siècle, et donc, ils retranscrivent vraiment comme des dialogues de théâtre. Donc, ils voulaient être des sténographes, donc c'est vraiment des tirets, et puis chacun a son petit dialogue, et c'est assez savoureux. Il y a aussi un drame étonnant dans leur existence qui va d'ailleurs être à l'origine de leur premier roman qui connaîtra un vrai succès. Ce roman, c'est Germinie Lacerteux. Et ce roman est inspiré par leur bonne, Rose, leur femme de chambre, qui est décédée. Un roman qui recevra une très très bonne critique, dont celle de Zola, et qui bouleversera d'ailleurs Van Gogh. Alors cette histoire de Rose, c'est très étonnant. Je lis juste un extrait de votre livre, Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt, aux éditions Talendier. C'est très étonnant parce que ça nous livre, ça nous dévoile deux aspects qu'on n'imaginait pas du caractère de ces deux frères très méchants. C'est d'une part qu'ils ont peut-être un cœur bien meilleur qu'on l'imagine, mais aussi qu'ils ont beaucoup de candeur, beaucoup de naïveté. Alors je lis ces quelques lignes. Le 16 août, une lettre annonce à la garçonnière de la rue Saint-Georges, donc là où ils habitaient, la fatidique nouvelle. Même attendu la mort de la domestique terrasse ses maîtres. C'en est donc fini de cette pauvre fille qui les borda tous les soirs au lit jusqu'à son départ, entraînant les mêmes plaisanteries sur sa laideur et la disgrâce de son physique. C'était, déplorent les frères, un morceau de notre vie, un meuble de notre appartement, une épave de notre jeunesse, je ne sais quoi de tendre et de grognon et de veilleur à la façon d'un chien de garde que nous avions l'habitude d'avoir à côté de nous, autour de nous, et qui semblait ne devoir finir qu'avec nous. C'est émouvant ce qu'ils écrivent. En outre, vous précisez qu'ils se sont vraiment bien occupés d'elle, jusqu'à la fin. Oui, ça les sauve un peu. C'est effectivement, d'un côté, ils sont extrêmement durs et ils critiquent les femmes, les enfants, avec à peu près tout le monde. Et de l'autre côté, ils ont des passages assez tendres où, quand ils vont en province chez leurs cousins, ils s'insurgent de la manière dont leurs cousins et les gens à la campagne traitent leurs domestiques en disant qu'on les traite comme des animaux, on les nourrit de potée, ils ont à peine de quoi manger. Et leur bonne, effectivement, dont ils se sont très bien occupés. Bon, après, le passage que vous avez lu, je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient envie d'être comparés à un meuble de l'appartement et à un je ne sais quoi de tendre et grognon comme un chien. Mais enfin, oui, c'était leur manière à eux de dire qu'ils aimaient leur bonne. Et l'histoire de cette bonne, oui, est assez intéressante. C'était la bonne qu'ils avaient depuis qu'ils étaient tout petits. C'est d'ailleurs celle qui les a sauvés au moment de leur procès, quand l'avocat disait ils sont servis par la même bonne depuis toujours, c'était elle. Et à un moment, cette bonne tombe malade. Les Goncourt l'emmènent à la campagne pour qu'elle puisse se requinquer un peu, mais ça ne fonctionne pas, et puis elle meurt, comme vous l'avez lu. Et à ce moment-là, leur maîtresse leur apprend que justement leur bonne n'était pas du tout celle qu'ils s'imaginaient. Donc eux la voyaient comme une dame qui allait tous les soirs, ce qui est assez amusant. Edmond avait presque 40 ans et la bonne allait le border, lui déposer un baiser sur le front tous les soirs. Et puis cette bonne, en fait, ils apprennent qu'elle avait une double vie, qu'elle les volait, qu'elle mentait, qu'elle les trompait, qu'elle avait des aventures avec absolument tous les hommes du quartier, qu'elle a fait des dettes partout, qu'elle était alcoolique, nymphomane, qu'elle a eu des grossesses non déclarées. Et donc ils tombent complètement dénus. Ça leur relance évidemment la mauvaise image qu'ils avaient des femmes, mais ils décident de lui pardonner et de se dire, mais au fond, on est romancier. Ce qu'on veut, c'est arriver à faire ce qu'on fait en histoire, donc retranscrire la société de notre époque dans un roman. Et cette histoire, on va s'en inspirer et en faire un roman. Et donc ils racontent dans leur roman, en la transfigurant à peine, l'histoire de cette bonne, et en sachant que ça fera quand même un scandale. Et effectivement, au moment où le livre sort, ça fait scandale. La princesse Mathilde raconte que le livre l'a fait vomir. Et la nièce de Lamartine dit que c'est absolument scandaleux d'écrire des choses pareilles, que ça devrait être interdit. Et donc ils ont énormément de critiques négatives, mais malgré toutes ces critiques, ils reçoivent une lettre un jour d'un jeune homme de 25 ans qui leur dit, mais écoutez, j'ai lu votre roman, il est absolument fascinant et c'est ça qu'il faut faire. Et cet inconnu de 25 ans qui leur écrit, en fait, s'appelle Zola. Et donc Zola va demander à les rencontrer. Et c'est ça qui donnera à Zola justement l'idée des Rougon-Macquart plus tard. Et il le dira clairement dans ses notes secrètes
qu'il veut s'inspirer des Goncourt. Puisque vous évoquez cette manière dont il rencontre Zola, au travers de cette histoire, de celle de Rose, ça va aboutir en fait à un gros conflit entre Zola et puis les frères Goncourt. Les frères Goncourt vont reprocher à Zola d'avoir en quelque sorte plagié, en tout cas s'être inspiré de leur roman Germigny-la-Certeux pour écrire l'Assommoir, à tel point par exemple que Gogo la Gaîté dans l'Assommoir devient Bibi la Gaîté. Et puis il y a encore d'autres exemples où Zola réutilise un certain nombre d'exemples d'histoires issues de ce roman. Donc il y a cette dispute entre les Goncourt et puis Zola sur la paternité en quelque sorte du naturalisme. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est de la jalousie de la part des Goncourt parce que Zola finalement a quand même plus de talent qu'eux, ou au contraire Zola a plagié l'œuvre des Goncourt? Oui, alors il y a des zones grises, c'est ni tout blanc ni tout noir. Effectivement, c'est surtout Edmond d'ailleurs qui rentrera très fort en conflit contre Zola. Au départ, il y a une relation tout à fait cordiale entre les deux. Donc, après avoir reçu cette lettre, les Goncourt invitent Zola chez eux. Et évidemment, ils racontent ça dans leur journal après. Donc, ils trouvent qu'il a une tête de normalien crevé, à la fois râblé et chétif, en colure de sarcès et à tête cireux. toujours des gentillesses. Donc, au départ, ils le regardent un peu de haut et ils font vraiment figure de maître. Et Zola leur écrit des lettres très laudatives à chaque fois. Il leur envoie sa production parce qu'à l'époque, Zola a très peu écrit, il a juste écrit quelques contes. Et puis, peu à peu, effectivement, Zola commence à avoir un peu plus de succès. Au moment où Jules de Goncourt meurt, peu après, Zola vient trouver Edmond et puis il lui raconte qu'il a une idée de livre et ce sera un livre en 10 volumes à peu près qui racontera l'histoire d'une famille française sous le Second Empire. Et Edmond de Goncourt note ça dans son journal sans trop comprendre, comme une information comme une autre. Et puis, de son côté, Zola, dans ses carnets, note, pour créer les Rougon-Macquart, justement, les Goncourt seront si bien écrasés par la masse, par la longueur des chapitres, l'haleine de la passion, qu'on osera m'accuser de les imiter. Mais donc, clairement, il entend s'inspirer de ce qu'ont fait les Goncourt et c'est Germigny-la-Certeux qui a vraiment lancé l'inspiration pour Zola. Et après, quand on regarde, Edmond de Goncourt accusera sans cesse Zola de le plagier et effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, il veut étudier la bourgeoisie avec son frère Jules, il a fait René Mauprin, les hommes de lettres. Ça inspirera beaucoup les Rougon-Macquart. Sur la pauvreté, vous l'avez dit, il y avait Germigny-la-Certeux, il y aura l'Assommoir. Pour la peinture, ils ont écrit un livre qui s'appelle Manette Salomon. Zola fera l'œuvre. Et Rome, le livre auquel ils consacrent leur dernier livre, les Goncourt, eh bien, ce sera beaucoup plus Rome de Zola qui sera connu. Et à l'intérieur même de ces livres, Edmond Goncourt, qui devient à la fin un peu paranoïaque, mais raconte que une promenade, il la retrouve exactement plagiée dans un livre de Zola, que l'agonie de son frère Jules, qui raconte dans son journal, elle devient l'agonie d'une femme dans les romans de Zola. Et donc, il y a effectivement pas mal de points communs. Pour le coup, Edmond Goncourt a souvent raison. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que lui-même plagie parfois Zola. Parce que dans les romans que fera Edmond Goncourt quand il sera seul, il y en aura certains où on reconnaît assez fort des passages de Nana, par exemple. Alors quand les Goncourt parlent, enfin Edmond, parce que ça c'est juste en effet après la mort de Jules, nous allons évoquer la mort de Jules bien sûr, Edmond écrit de l'œuvre de Zola que c'est un ruisseau de caca et de sang. C'est fleuri. Oui, c'est les Goncourt qui ont inventé le mot scatologique et on comprend pourquoi ils ont toujours... en effet. Alors, à qui adresser la paternité du naturalisme? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le naturalisme? Alors, pour vous, la paternité, c'est à Zola ou à Goncourt? Au Goncourt qu'il faut l'accorder. Et puis, comment définissez-vous ce mot? Je pense que c'est vraiment Germigny-la-Certeux qui a lancé le mouvement et quand on voit les lettres que fait Zola, vraiment, il est en admiration devant eux et c'est ça qui lui donne cette idée de vouloir retranscrire la société. Donc, même si Edmond de Goncourt n'a pas inventé le mot, donc l'idée du naturalisme, c'est d'aller plus loin que le réalisme, que ce qu'avait fait Balzac notamment, en décrivant la société, c'était aller vers les sujets qu'on tient comme sales, qu'on ne montrerait pas. Donc là, par exemple,
dans Germiny la Certeux, c'était l'histoire de cette bonne qui était alcoolique, qui vivait dans des endroits absolument infâmes, et donc cette volonté de montrer tout ce qu'on ne montre pas normalement. Ils ont fait aussi un roman avant Germiny la Certeux qui s'appelle Sœur Philomène, et qui, pareil, raconte une histoire d'amour dans un hôpital, avec des scènes d'amputation, des choses assez dures et assez crues, que personne n'avait vu que la montrer quand on parlait d'hôpital, c'était vraiment juste en passant dans les romans, et eux, ils consacrent leur roman. Donc, effectivement, je pense qu'on peut leur attribuer cette paternité. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que Zola est allé beaucoup plus loin, que lui a systématisé les choses, que comme Balzac, il a eu l'idée de réutiliser les personnages, de les faire grandir d'un roman à l'autre, de les faire évoluer. Et puis, malgré tout, les romans de Zola sont quand même plus construits, plus faciles à lire, et avec une progression qu'on ne retrouve pas forcément dans les romans des Goncourt. Dans une minute, Pierre Ménard, nous allons faire une petite pause technique et nous vous reprendrons après cette pause technique. Une dernière question. Quand vous avez évoqué le style, leur prose, et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, leur prose rebute autant qu'elle attire. Vous avez cité Gide, qui écrit dans un des livres qu'en lisant les frères Goncourt, eh bien, il a appris la manière dont il ne fallait pas écrire. Mais d'un autre côté, au contraire, Huysmans, lui, s'enthousiasme pour leur style morbide et nerveux. Oui. Finalement, qui faut-il croire? Moi, je pencherais du côté de Gide. Il y a des pages qui sont extrêmement drôles et extrêmement fines, avec tous ces mots qui sont complètement inventés et qui rentrent complètement dans le corps du récit ou de la description, avec des faces porcines, et ils inventent plein d'adjectifs. Donc dans ces cas-là, effectivement, ils ont une langue qui pour le coup rappelle beaucoup Saint-Simon, qui est extrêmement truculente et très agréable à lire et très drôle, très fine. De l'autre côté, parfois, ils veulent absolument épater le lecteur, et c'est à ce moment-là que, pour le coup, on est vraiment du côté de Gide en se disant qu'ils en font trop. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que Gide qui disait ça. Maupassant disait la même chose, et Anatole France disait ils ont torturé la phrase et fatigué les mots. Donc il y a quand même, dans leurs romans notamment, une sorte de manque de naturel qui les rend difficiles. Messieurs, c'est le moment de la pause technique. Ouais.